Il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir. Donc, bien évidemment, tous ceux qui concernent le droit applicable aux données, à l'utilisation des données, et des données de santé en particulier. En fait, il faut refaire un petit peu d'histoire juridique. 1978, 1977, 1975 plus précisément, le projet Safari. Qui était né en 75 ? Qui était en âge de lire Le Monde en 75 ? Ça devient de plus en plus rare. En fait, l'administration française, qui est, comme tout le monde le sait, extrêmement créative, a eu un projet absolument génial qui consistait à rapprocher toutes les informations que les administrations détenaient. On n'ose pas parler de citoyens à cette époque, mais disons, et avec cette approche sur les assujettis à l'administration, de façon à pouvoir lutter contre la fraude. Évidemment, ils avaient des informaticiens, je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle, qui on dit, pour identifier un projet, il faut le nommer. Bon, on va prendre un nom qui sonne bien, mais ils ont pris Safari pour ce projet de rassemblement des données dont disposait l'administration sur les citoyens. Manque de bol, ça a fuité. En fait, ça a fuité parce qu'il y avait des bagarres entre la chancellerie, entre les différentes administrations, et ça ne s'est pas retrouvé dans le Canard enchaîné, mais dans Le Monde. Donc, il y a eu un article dont le titre qui était à la une, qui était « Safari ou la chasse aux Français ». Donc, vous voyez que la conjonction de l'administration et des informaticiens qui font de la sémantique peut parfois être tout à fait redoutable et sans doute à l'origine de l'échec d'un certain nombre de projets. Mais bon, ça, c'est une discussion d'une autre nature. En fait, ça, c'est l'exemple franco-français. À la fin des années 70, on s'est aperçu qu'il y avait des développements en matière d'informatique qui devenaient beaucoup, beaucoup plus puissantes qu'elles ne l'étaient auparavant, sachant que ce n'est pas totalement neuf. C'est-à-dire que dès 1936 ou 1935, je crois, que le dirigeant de la filiale allemande d'IBM faisait de la propagande sur la capacité des outils mécanographiques de cette firme de traiter de très gros volumes de données. Donc la problématique n'était pas tout à fait nouvelle, mais à cette époque-là, on avait une rupture avec des systèmes qui devenaient de plus en plus puissants, mais qui surtout commençaient à irriguer tous les domaines de la vie, de l'activité économique et sociale. Et on a eu un ensemble de textes, Convention 108 au niveau européen, loi allemande de 77, loi française de 78, qui ont mis en place un dispositif de protection pas des données personnelles à l'époque, mais des informations à caractère nominatif. Avec un background au-delà de l'affaire Safari et de ses homologues, de ses équivalents allemands, britanniques, mais avec un background qui était très fort et qui était celui de la Seconde Guerre mondiale, avec le fichage, l'obligation de porter des étoiles, dont on a encore un certain nombre de traces. Ça permettra de faire la liaison avec le système de santé, le numéro de sécurité sociale, le NIR, que tout le monde connaît. C'est une invention de Vichy. Et, une de ses caractéristiques, c'est qu'il est signifiant. 1, 2, 99 pour les gens qui sont nés à l'étranger. Et dans l'optique de ses créateurs, il y avait la zone qui permettait de classer l'origine ethnique. Et globalement, quelque part, le NIR porte un petit bouton pour accrocher l'étoile jaune. Donc c'est pour ça qu'il a une sensibilité tout à fait particulière, tout à fait particulière en France. Donc ça, c'est la première vague de protection des données à caractère personnel qui s'est légitimement placée sous ce que l'on appelle le régime des droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits auxquels on ne peut pas déroger. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est un droit patrimonial, où on pourrait vendre ces données à caractère personnel. Ensuite, il y a eu une première vague de modernisation en 1995, avec une directive qui est actuellement le cadre juridique applicable, mais qui est restée sur le même principe.
C'est-à-dire que c'est des données à caractère, enfin c'est une logique de droit fondamental, et surtout avec une logique qui fait prévaloir la notion de traitement sur la notion de données. Et là, actuellement, on a une troisième vague de modernisation avec le projet de règlement européen. Or, le président Juncker avait dit qu'il serait adopté dans les 6 premiers mois de sa mandature. Il est fort possible que les événements que nous avons connus la semaine dernière fassent passer au niveau européen un certain nombre de réglementations avant la modification de la protection des données à caractère personnel. Alors, sur ce texte, il y a un jugement qui est un petit peu ambivalent. Il reste dans la même logique. Les données personnelles sont la protection des données personnelles relève des droits fondamentaux. Il n'a pas encore intégré la bascule de la prédominance de la donnée sur le traitement, qui est quand même une des caractéristiques des informations, des systèmes d'information actuels, classiques, enfin pas qu'actuels, qui sont actuellement en train de se mettre en place. Mais elle introduit un certain nombre de choses extrêmement importantes, comme la notion de portabilité, c'est-à-dire le droit de retirer d'un acteur à un autre acteur, pour le confier à un autre acteur, son portefeuille de données à caractère personnel. Et ça, si on peut trouver contestable le monopole ou la position de monopole d'un Facebook, d'un Google, c'est très vraisemblablement un outil extrêmement puissant pour redonner de manière concrète aux citoyens. Là, on peut en parler, du citoyen, et c'est là aussi une des bascules. C'est-à-dire que ce que l'on a de neuf, c'est que l'individu est quelque part coproducteur des données à caractère personnel. Et ça, c'est pas du tout intégré dans le cadre réglementaire actuel. C'est-à-dire qu'il est toujours, quelque part, l'assujetti des traitements réalisés soit par les administrations, soit par les entreprises, et pas quelqu'un qui est, quelque part, acteur de cette production d'informations. Donc il y a des éléments qui permettront de commencer cette mutation dans le projet de règlement, mais je doute que la version qui devrait être adoptée d'ici quelques temps soit un texte qui dure beaucoup plus longtemps que la directive précédente, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors maintenant, pour revenir aux données de santé, on est dans une situation où les choses sont un petit peu poussées à l'extrême. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les données de santé, c'est quand même une donnée une information qui est extrêmement personnelle, qui en plus est compliquée à comprendre et à analyser. C'est-à-dire que on peut tous récupérer une analyse sanguine. On sait que c'est pas bon parce qu'il y a le rappel des normales. Bon, mais on va pas très loin. Si on a 105 alors que on a la normale est marquée entre 75 et 80, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut quand même un regard et une expertise médicale pour bien le comprendre. Vous êtes d'accord, docteur ? Vous pensez que n'importe qui peut... Bon, on sait que si on est à 100 et que la limite est à 80, on est au-dessus de la limite. C'est comme pour la conduite automobile. Mais pour l'interpréter... Non, enfin, moi, c'est simple. Je me souviens d'avoir été malade il y a quelques années. Je ne vous donnerai pas le détail de ma pathologie. Mais quand je suis allé chercher les résultats de l'analyse de sang, j'avais été appelé par le laboratoire. Et c'est le biologiste ou le médecin biologiste responsable qui m'a remis en personne mon analyse. En fait, j'étais passé par SOS médecin et pas par mon médecin habituel. Et effectivement, le niveau de l'infection, enfin le niveau de production de globules blancs, normalement aurait justifié une hospitalisation. Donc je leur ai expliqué que je pouvais me lever, me déplacer chez moi, me laver, me raser, aller chercher mes analyses, faire mes courses. Bon, c'est vrai que je fatiguais un peu vite, mais en dehors globalement, pour juger de la pertinence de ce taux de globules blancs, il fallait qu'il y ait un contact avec un médecin ou un pharmacien, enfin quelqu'un qui soit un vrai professionnel de santé. Et c'est pas quelque chose que j'aurais pu interpréter tout seul. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle vient du fait que quand on parle de santé, mais on est dans des situations où on a des relations de pouvoir qui sont loin d'être neutres et qui ne sont pas stabilisées. Vous avez le médecin, qui historiquement a un pouvoir fort.
milieu médical est un milieu très hiérarchisé. Il y a l'agrégé, le poulain de l'agrégé, le docteur, l'interne, l'externe qui passe par là, puis des gens pas fréquentables qui sont les infirmiers, les paramédicaux, les trucs comme ça, qui sont bons à faire des soins sur instruction et à porter le café. Je caricature un peu, mais c'est pour... un petit peu ? Un petit peu, bon, bah, c'est parce que je suis pas assez souvent malade et que je ne suis pas de formation médicale que j'ai cette vision un petit peu caricaturale. Mais il y a aussi les administrations. Alors les administrations, il y a les ARS, il y a les trucs machins, les bidules, les trucs mûches, qui veulent aussi avoir leur droit de regard et leur zone de pouvoir. Et puis il y a les patients. Alors c'est vrai qu'il y a la partie VIH qui a été de manière très virulente une prise de pouvoir, et avec au début des années 2000 la loi sur les droits des patients, c'est ça, qui a marqué effectivement un droit d'accès à l'information. Alors bien évidemment, l'administration française sait faire quelque chose de très bien, puisque j'ai dit que pour les systèmes d'information, c'était pas tout à fait ça, même s'il y a des contre-exemples. C'est des réglementations qui permettent à l'administration d'alimenter et de justifier son existence. C'est ce qui s'est mis en place pour la protection des données de santé, avec l'obligation d'avoir un statut spécifique, avec un agrément donné par un organisme qui s'appelle l'ASIP Santé, et qui est dans une situation assez bizarre, parce que c'est également l'organisme qui est chargé de la promotion de ce qui n'a pas du tout marché, parce que là c'est un vrai problème de type éthique. Les Français n'en veulent pas. En France, c'est le DMPC, c'est le dossier médical personnalisé, piloté par l'administration, et qui là a été, en termes de gestion de notre argent, c'est-à-dire des impôts, une catastrophe qui est à la limite de la honte. Ça a été lamentable. Relisez les rapports de la Cour des comptes là-dessus. Alors, ils sont très contents parce que ça marche, d'accord, ils en ont 5000. Enfin, 5000, je ne sais pas si c'est pour la France ou l'Île-de-France. Mais c'est à peu près la proportion. Ils sont très contents de leur succès technique. Donc, ils vont dire que c'est comme le Concorde. C'était un super résultat technique, avec une catastrophe commerciale. Donc c'est à peu près, en termes d'usage, c'est une catastrophe. Et puis le Concorde, malheureusement, s'est aperçu 30 ans après que la réussite technique était une fausse réussite technique, puisqu'il était très dangereux. Ça, c'est pour l'aspect réglementaire. Donc si vous voulez revenir sur ma vision un petit peu, pas caricaturale, mais disons acérée de la réglementation existante, je voudrais parler un petit peu d'éthique, si j'ai encore 3 minutes. Alors la première des choses... 3 ? Ok, la première des choses à dire, on a beaucoup parlé d'éthique. En fait, sauf dans les sociétés totalitaires, il n'y a pas une éthique. Il y a des éthiques. Et je vais prendre un exemple toujours, vous allez finir par deviner mon âge, qui date de la fin des années 70, lorsqu'on a créé le SAMU. Dans les années 60, ce n'était pas les pompiers qui ramassaient les blessés sur la voie publique, mais police secours. Ce qui n'était pas forcément très bon, parce que des notions de secourisme étaient assez élémentaires, et ça avait c'était une cause de mortalité assez développée. On a eu l'idée, très bonne et excellente, de médicaliser le ramassage des blessés sur la voie publique, du moins pour ceux qui justifiaient l'intervention d'un médecin, avec le SAMU. Et les premiers équipages de SAMU étaient composés d'un chauffeur, policier, armé, et d'une équipe médicale. Et ça a été extrêmement difficile à gérer au début. Pourquoi ? Parce qu'on avait affaire à deux éthiques extrêmement différentes. Alors, je ne vais pas revenir sur le serment d'Hippocrate, que je ne pourrais pas citer parce que je ne le connais pas bien. Mais globalement, si on résume l'éthique du médecin et du personnel médical d'une manière générale, c'est « je soigne toute personne, tout humain qui a besoin de mes soins ». C'est ce qu'on retrouve aussi un petit peu avec la Croix-Rouge ou avec un certain nombre de choses de ce type-là. Donc ça veut dire que le médecin et tout le personnel médical, quand il est appelé pour quelqu'un qui a fait une overdose dans un squat, il n'y a pas de problème éthique pour y aller, pour aller le chercher. Pour le flic, c'est plus emmerdant. Pourquoi ? Parce que l'éthique du policier, c'est, lorsqu'il est face à une infraction, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la constatation de l'infraction et l'arrestation de l'auteur. Donc, à la limite, l'overdose, ils sont
enfin, il s'en fout un peu, mais enfin, il peut être humain, quoi. Mais c'est pas le cœur de son métier. Son métier, c'est pas soigner, c'est d'interpeller. Et là, il rentre dans un local qui est occupé de manière illégale pour soigner quelqu'un qui est victime de la conséquence d'une infraction pénale, puisque l'usage de stupéfiants, pour ceux d'entre vous qui ne prennent pas de l'héroïne mais qui fument, je vous le rappelle. Mais bon, c'est pas la peine de dire que ça vous concerne pas. Je sais que ça ne concerne personne, sauf que bon, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne veut bien le dire. Mais c'est une infraction pénale. Donc ça posait un vrai problème et c'était extrêmement difficile à gérer. En plus, les policiers étaient armés. Et le fait de faire venir le SAMU dans un squat, ça voulait dire faire rentrer la police. Donc en fait, c'est pour ça que maintenant, les chauffeurs du SAMU sont des ambulanciers, ne sont plus du tout des policiers. Donc en fait, ces débats autour de l'éthique et des éthiques, on le retrouve également sur le big data. C'est-à-dire qu'on peut dénoncer en tant que citoyen, et personnellement je trouve que c'est tout à fait inacceptable et en plus inefficace, comme on a pu le voir à Boston et à Paris la semaine dernière, de rentrer dans une logique de surveillance généralisée et systématique de l'ensemble de la population. Mais de la part de l'agent de la DGSE, à qui on a confié cette mission, c'est un outil de renseignement dont il aurait tort de se priver. Et là, il y a des arbitrages sociétaux, éventuellement politiques, qui doivent être rendus sur ce type de choses. Est-ce que on est plutôt du côté d'une éthique de la liberté où on ne surveille pas tout le monde parce que... Enfin, je ne sais pas si vous lisez le Gorafi de temps en temps, mais ils avaient fait un article qui était assez génial où ils expliquaient que le problème, c'était maintenant de détecter les gens qui étaient trop normaux parmi les gens normaux. Ça fait rire. Mais on peut se demander en tant que citoyen si on n'a pas dépensé de l'argent inutilement en faisant ce type de surveillance, alors que, a priori, on manquait de surveillance, de frais, d'argent pour surveiller les gens qui étaient clairement repérés et qui avaient un CV qui les prédisposait aux terroristes. Donc ça sera sans doute une vraie question qu'il faudra poser. Est-ce que ce type d'outil est véritablement efficace ? Ça veut dire aussi que ça réinterroge aussi un petit peu le big data. C'est vrai que c'est une révolution qui est assez forte. On a parlé de beaucoup de ruptures dans les interventions précédentes. Le fait est, c'est que le big data ne fera pas disparaître l'erreur. Ça en réduira la possibilité d'en avoir, mais il faut avoir l'humilité de dire que les résultats ne seront pas forcément toujours aussi bons et toujours aussi fiables qu'on veut bien le dire. Et pour terminer, en ne dépassant que de 20 minutes, les 3 minutes qui m'ont été accordées, je vais revenir sur deux choses. Premièrement, l'apparition du big data, ça, d'un point de vue éthique, ça questionne un certain nombre de valeurs préexistantes, et en particulier autour du débat sur la vie privée. On a une conception de la vie privée qui est très variable dans le temps, dans l'espace, mais qui indiscutablement est bousculée par le numérique. À la fois parce qu'on produit beaucoup plus de données sur soi-même, on parlait de Facebook tout à l'heure, il y en a beaucoup. Et puis en plus, deuxièmement, on génère, on met en œuvre un certain nombre de capteurs, nos informations de géolocalisation, qui peuvent servir par exemple, à alimenter Citadin pour avoir une petite idée du niveau d'embouteillage en Île-de-France actuellement. Donc là, c'est des choses qui se déplacent, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui étaient de l'intime, voire du refoulé, il y a 40 ans, qui deviennent maintenant sur la place publique. Et d'autres qui étaient des éléments plus publics, qui deviennent des éléments un petit peu privés. Donc en fait, ça bouscule nos valeurs. Et puis il y a aussi des valeurs qui deviennent émergentes, et c'est celle dont parlait notamment Gilles Babinet, autour de l'open data et de la transparence de l'action gouvernementale. Vous savez pourquoi en Colombie on fait de l'open data ? Et en Colombie, pour lutter contre la corruption des élus locaux. Pourquoi est-ce que... Oui ?
Pourquoi est-ce qu'on fait de l'open data en Afrique, en particulier dans le domaine de la santé? Je vous mets dessus. On l'a dit tout à l'heure. Excusez-moi, mais j'essaye de poser des questions qui sont du même niveau de difficulté que celles des quiz qui permettent de gagner 1 000 € sur M6. Vous ne m'aidez pas, là. C'est tout simplement quand il y a un manque d'infrastructures, une insuffisance d'infrastructures, la diffusion d'informations, effectivement, permet de mieux les utiliser. Et c'est fait dans certains pays d'Afrique pour justement faciliter l'accès aux centres de soins. Que ce soit les dispensaires, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins. Donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Et dans les pays démocratiques avancés, où une bonne partie de la population relève de la multitude, comme le disait Gilles en référence au bouquin de... thème traité par Henri Verdier dans son bouquin, c'est peut-être une réinvention de la démocratie. J'ai été entendu le mois dernier à l'Assemblée nationale sur les problèmes de valorisation des données dans le cadre de la commission animée par Christian Paul et Christiane Ferral-Schul. À l'issue de celle-ci, il y a une députée qui a... Christian Paul a dit « Moi, je suis lobbyiste d'intérêt général ». Je lui ai dit « Écoutez, en tant que représentant d'association, je me permettrai, si vous en êtes d'accord, de reprendre cette expression en vous citant. » Et puis, il y a une députée qui a dit « Oh ben non, les lobbyistes d'intérêt général, c'est nous, les élus. » En fait, ça pose une vraie question. C'est dans quelle mesure est-ce que l'on a encore besoin d'une démocratie représentative ? C'est-à-dire dans quelle mesure... Vous allez vous faire des amis. Oui, mais j'assume, c'est filmé. Absolument. C'est filmé, c'est filmé. Il y a les élections maintenant départementales bientôt. Oui, mais non, mais si, je sais qu'il y a des élections départementales. D'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, puisqu'on élit les conseils qui vont diriger des structures qui sont normalement appelées à disparaître. Bon, est-ce qu'on a une très bonne utilisation de l'argent public dans ce cadre-là? Je vous laisse répondre en tant que correspondant. Oui, c'est aussi une question éthique, c'est aussi une question pratico-pratique, quoi. C'est-à-dire que c'est par exemple la proposition d'Alain Juppé de réduire de moitié le nombre des députés. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'environ 600 députés, dont certains ont une éthique très personnelle? Donc, qui ont du mal à résister à leur phobie, si vous voyez ce que je veux dire. Si je comprends bien, après avoir envoyé les informaticiens sur la banquise, on envoie les élus au vert, peut-être, que sais-je. Disons qu'il y a un ancien ministre qui a donné un très bon exemple. Il a quitté la politique pour créer une start-up.